C'est ce qu'on réalise qui définit ce que nous sommes. Mais pas l'inverse. Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on est apte à laisser une empreinte? Là, on va parler entrepreneuriat. Ne jamais se dire qu'une partie est finie. Il y a un concept qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le test and learn. LinkedIn. Les RH recrutent énormément à travers LinkedIn. Lo, Jack, un jeune qui veut se lancer. Non. Salam alaikum wa marhaba bikum معنا في إيزا Talks, le podcast اللي راح يجمع ما بين les jeunes et les professionnels في كاع واش يخص le monde des affaires. في الحلقة تاعنا تاع اليوم نرحب بمسيو إيدر ناصر بالكبير, formateur. مرحبا بك مسيو. Merci beaucoup, merci pour l'accueil, avec Saha. Inch'Allah, on va passer un agréable moment. On attend quelques éléments de réponse, mais c'est pas ceux qui vont nous suivre. يعطيك الصحة. دونك ليبيزود تاعنا تاع اليوم راح نتعرفوا على شكون هو مسيو ناصر إيدر بالكبير، راح نحكوا على لي فورماسيون لوديك اللي هو سيريوس جيم و ليرنينغ جيم، من بعد راح نحكوا على l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur, comment créer de la valeur et نحكوا على l'insertion de la génération Z pardon في le monde de l'entreprise و نحكوا تاني على comment élargir son réseau في LinkedIn et comment le garder. Merci. Alors, شكون هو مسيو إيدر ناصر بالكبير؟ وشنو هو لو باركور تاعو؟ Bonne question. Alors, Eden Nasser Belkber, ingénieur de formation à la base. J'ai fait un parcours qui est assez dans le technique, dans le génie civil, par la suite dans les travaux publics. Et durant ce parcours-là, il y a eu une expérience qui a, on va dire, changé les choses, mais qui m'a entraîné vers un tout autre volet. Enfin, j'avais participé à une compétition entrepreneuriale quand j'étais en première année à Bezoar. Et c'était une compétition qui parlait beaucoup plus du volet étudiantin, développer une idée d'entreprise, donc avec un groupe, qui était un peu plus âgé que moi d'ailleurs. Enfin, ils étaient en dernière année, moi j'étais en première année. Nous avions travaillé sur une idée, un concept, un projet qui s'appelait DZ Genius. Et c'est dans le cadre d'une compétition qui est Injaz Laser. Et derrière, c'était de là qu'est venue un peu cette double, on va dire ce double parcours. En parallèle avec les études, c'est quelque chose qui m'a donné envie de découvrir un peu plus le monde de l'entreprise, mais j'étais déjà dans un parcours qui était assez dans le technique, que j'aimais. ST. Oui, sciences et technologies Babzoa. Et donc, à un certain moment, j'étais entre deux aspects, travailler sur des études dans le technique, avec un objectif qui était de travailler sur un projet de recherche qui était dans les travaux, enfin dans le volet construction. Et je me souviens même quand j'étais en première année, il y avait une entreprise où je voulais faire un stage qui était fait avec longtemps, c'était Lafarge, qui est devenu Holcim. Et j'avais l'objectif de faire un stage au niveau de Lafarge, chose qui a mis 3 ans parce que je l'ai fait en licence, mais j'étais vraiment très passionné par les matériaux de construction. Et donc en parallèle, donc il y avait le parcours, les 5 années de Babzoa, et il y avait le côté entreprise qui a commencé à voir le jour. Donc ça a commencé avec une expérience beaucoup plus de compétition jeune. On avait été accompagné par un monsieur que j'ai rencontré des années après dans un contexte beaucoup plus patronal et entrepreneurial. Donc il y avait les deux parcours en parallèle. La première partie, donc la partie ADT Injaz, ça a duré pratiquement une année, parce que nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui ne s'est pas limité uniquement à une compétition, enfin aux quelques mois où on était Kunam Abad, mais il a poussé la réflexion un peu plus loin avec des formations qu'il faisait Houa déjà pour les professionnels, et il nous a fait bénéficier de cela. Et en Badaka, je me souviens, j'ai eu une opportunité, c'était d'avoir ça a commencé par un petit job dans une entreprise familiale qui était spécialisée dans les services dans le secteur de l'industrie précisément. Et donc c'était le moment où j'ai commencé à mettre mon premier pied au niveau du monde de l'entreprise. Et c'est là où je me suis retrouvé à avoir 2 casquettes, une casquette d'étudiant qui est là en train de faire ses études et tout. En génie civil. En génie civil. Et une autre casquette de quelqu'un qui lorsqu'il avait des journées libres, partait au niveau du bureau, travailler sur la mise en place d'un système SAV, commercialiser des produits qui étaient destinés au grand public, prendre attache avec la grande distribution, comprendre la négociation sans pour autant être initié à la négociation, se retrouver avec des responsables d'achat
alors que je n'ai jamais eu à travailler sur ça et placer des produits alors que tous les paramètres disaient que c'était impossible de commercialiser. Là, je retiendrai toujours l'expérience que j'avais eu à Family Shop Blida, où je me retrouve, je pars pour voir un peu la possibilité, l'éventualité. C'est que je suis la version de mon des stages. Je rentre avec ça, je retrouve la responsable des achats, elle me dit bon ça le produit et tout, là il est bien et tout, c'est une marque internationale qui est connue, en plus de ça ça permet de travailler, donc j'ai commencé à comprendre les notions du marketing, hein, parce que quand on parle du 100 dans le marketing et les motivations d'achat, je me suis retrouvé à parler de ça, mais en tant que consommateur, et c'était vraiment une très belle expérience, et je me souviens c'était un mois de juin en 2014 où je suis sorti avec cette satisfaction-là, c'est que j'ai réussi à décrocher Family Shop. Limbadaka, c'est devenu un très bon client. Où on avait beaucoup vendu Maham. Et c'était réellement comme ça que j'ai commencé à avoir cette double vie, où d'un côté, il y a les études, d'un côté, on travaille. Et c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et ce qui m'a permis aussi, en tant que peut-être prendre beaucoup en termes de maturité et de réflexion par rapport à ma génération, les personnes qui étaient avec moi, et c'est très intéressant comme expérience. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même par la suite, hein, on va y revenir, c'est que quand on parle études, on ne doit pas dissocier les études, notamment quand on est un jeune, on ne doit pas dissocier les études du parcours professionnel. Parce que quel que soit X, après, il y a des paramètres qui peuvent aider, il y a des paramètres qui peuvent challenger la personne, certes, mais rien n'empêche qu'une personne, indépendamment de ces paramètres-là, construit son propre parcours. Et je dis bien son propre parcours, parce qu'aujourd'hui, le c'est que l'idée, ce n'est pas d'avoir des parcours, ou d'avoir des copycats en termes de parcours. Chacun va copier le parcours de l'autre. Moi, j'ai fait ceci, toi, tu fais la même chose. Mais c'est que كل واحد, à travers les cartes qui sont devant lui, il essaie réellement de tirer le meilleur de son expérience. Alors, tirer le meilleur de son expérience, c'est aussi être en mesure de trouver l'équilibre entre ce que tu fais maintenant et ce que tu veux devenir. C'est ça l'importance. Parce que finalité des choses, faire des études et travailler en parallèle, ça pourrait être déstabilisant par rapport à tes personnes. Mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si on trouve la bonne formule. Et tout est une question de formule. C'est quelque chose d'un dosage. D'accord. Le dosage, et c'est à chacun de nous, dans ce qu'il fait de trouver le dosage. Le fait d'être dans un parcours technique ne m'a pas empêché d'être major de promo et d'être très bien classé pratiquement pendant tout le parcours. On était dans une promotion en master, on était à plus d'une centaine, je me suis classé parmi le top 3 de ma promotion. Et c'était quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, parce que finalité des choses, on peut toujours trouver la bonne formule. Alors globalement c'était ça. Par la suite j'avais rejoint Injaz El Jazair, où j'ai été recruté. Alors je quitte l'entreprise après pratiquement 3 ans avec eux. Je rejoins Injaz El Jazair pour une position qui était beaucoup plus entrepreneuriale, et c'était un très bon challenge. J'arrive dans une organisation où je veux donner un nouveau souffle. Donc finalité le gars à prendre un programme les conseils étudiants qui était le company programme, je reprends, que j'essaie un peu de remodeler, de réadapter par rapport au contexte algérien, et de faire en sorte réellement que le programme devienne un programme de référence, chose qui a été faite pendant les 2 premières années, entre 2017 et 2019. Et Dakar, je prends la tête des opérations, je deviens directeur des opérations en 2019, où là je reprends pratiquement tous les programmes et j'essaie de les restructurer de telle sorte à ce que ce soit réellement des programmes qui lient un peu plus l'entreprise à l'université, et de sorte aussi à ce que le travail de la passerelle réelle, ce qui m'a permis de travailler sur des programmes et des conceptions de programmes, notamment avec des acteurs dans le secteur bancaire ou dans le secteur des télécoms, dans le pharma, et des acteurs dans l'institutionnel. Et en parallèle, toujours cette question des parallèles, oui. C'est quelque chose qui m'a énormément accompagné. Donc études, travail, par la suite poste à temps plein, conseil. Je me retrouve à accompagner un organisme de recherche qui est associé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur une compétition qui a été initiée par la DGRSDT FEDEC Lourt. Et je me retrouve aussi consultant
Et là, c'était beaucoup plus la casquette accompagnement de leur filiale pendant pratiquement 4 ans, entre 3 ans. Enfin, 3 ans si on compte les années de conseil, entre 2018 et 2021. Et si on compte en prestation de service, parce que c'est devenu de la prestation, on a rebasculé, c'est jusqu'à présent, je les accompagne sur plusieurs projets. C'est parti de quelques éléments, quelques projets liés au centre ou liés à la filiale, à des accompagnements beaucoup plus sur la partie audiovisuelle pour la valorisation des travaux de recherche. Donc pendant quelques années c'était ça. Donc alors pour récapituler, étudiant, travailleur, travail, conseil, entrepreneuriat, travail. Je me suis retrouvé à avoir une double casquette. En 2020, je me dis tiens, peut-être que ça serait intéressant de structurer un peu plus cette notion de conseil. Et j'ouvre un bureau au niveau de Hydra. Et je me lance à travers Business Values, qui est beaucoup plus dans le conseil, mais dans sa globalité. Il y a une mission qui vient, et après une deuxième avec la coopération allemande de la GIZ sur le management de l'innovation. Donc je reprends un peu mes années de valorisation de recherche avec mon parcours dans le technique, avec l'expérience en entreprise, donc cette triple face, pour par la suite travailler sur cela avec le ministère de l'Industrie, l'un des PME pays, et je me retrouve pendant pratiquement une année à travailler sur une mission de conseil dans ce sens, à accompagner des projets, à développer des programmes d'accompagnement et de formation dans ce sens. Et donc finalité, je me dis toujours que un parcours, ça reste toujours atypique. Un parcours, c'est toujours plein d'opportunités. Il y a des opportunités qui sont intéressantes, il y a d'autres moins. C'est des leçons. Après, est-ce qu'on peut dire que toute opportunité est intéressante ou est-ce que c'est bien d'en profiter? On ne peut pas savoir. Prioriser aussi, c'est... On peut prioriser, mais en réalité, on ne pourra jamais savoir est-ce que c'est la bonne voie, oui ou non. Jusqu'à ce qu'on teste. Jusqu'à ce qu'on teste. D'accord. Parce que finalité des choses, c'est le charme aussi d'évoluer dans une carrière. C'est aussi de se dire, tiens, si donc 10 ans en arrière, comment je suis venu là, ok. De quelqu'un qui était dans le technique à quelqu'un qui commence à travailler avec des multinationales, avec un parcours qui est assez atypique, mais je me retrouve prestataire et accompagner des multinationales, notamment sur la partie formation, à développer des concepts qui sont très peu exploités en Algérie, afin d'améliorer la performance commerciale. Moi, je me dis, c'est bien finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est toujours attaché à une passion ND, c'est cette passion du partage. Et je me suis retrouvé toujours dans cette casquette-là. C'est que là où je suis, du moins, alhamdoulilah, c'est que j'essaie réellement d'être un facilitateur et un catalyseur de bonnes initiatives. Je ne dis pas que je ne fais pas des erreurs, on le fait tous, mais du moins, je veille réellement à ce que les choses se passent bien, à ce que les choses se fassent correctement, en respectant les valeurs, que ce soit sur le plan individuel que collectif, de l'organisation. C'est des aspects qui sont très importants, parce que finalité, notre passage dans un environnement ou dans un endroit dépend réellement de ce volet-là. C'est que, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on est apte à laisser une empreinte, et à ce que l'empreinte est comme positif et non pas négatif. D'accord? Parce que finalité, la frontière, elle est très fine entre les deux. D'accord? On peut facilement faire du bien, comme on peut facilement nuire, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, on se dise, tiens, il faut que ma démarche soit une démarche qualitative, il faut que je fasse quelque chose de bien, que j'apporte du plus. J'apporte un plus, que je crée de la valeur, et je pense que toute démarche entrepreneuriale, et on y reviendra par la suite, se base sur ça. Cet auto-questionnement qui se fait continuellement de l'individu à l'individu. Et d'ailleurs, avant de venir, j'étais en train de participer à un webinaire où il y avait le directeur et il parlait d'un sujet très intéressant parce qu'il parlait du volet individu. Et en réalité, le questionnement de l'individu, c'est ce qui aide l'individu à progresser et à impacter son environnement. Mais s'il n'y a pas avec le questionnement, s'il n'y a pas avec l'auto-évaluation que chacun doit faire avec lui-même, et bien automatiquement, peut-être que l'apport en soi ne sera pas si considérable que ça. Donc, finalité des choses, je me retrouve avec un parcours riche, varié. C'est une salade César version parcours, mais qui m'a amené à travailler sur plusieurs projets.
et à développer plusieurs aspects. Je pense que j'ai fini. C'était ça la présentation. Et donc, vous avez plus aimé le côté entrepreneur que le côté casquette génie civil? والله c'est pas que تقولي لي درك le bétonnage نعطيك même la thématique خدمت عليها bétonnage par temps froid et c'était avec le laboratoire de Consider on avait travaillé sur une thématique dans ce sens et juste pour vous donner une idée, c'est que ma promotrice en master c'est une dame et c'est un professeur émérite que j'ai rencontré en deuxième année à Babzoar en licence. بعد كي قلت لها بون ماستر فيها ما كاش خلاص c'est bon, c'est acté et c'est ce qui s'est passé hein, parce que en master je reviens la voir, on a gardé de très bons contacts, je reviens la voir en master pour lui dire bah écoutez il y a 3 ans تفهمنا d'accord et c'est ce qui m'a toujours plu, c'est réellement le parcours après je dirais que un parcours dans l'ingénierie est très intéressant parce que ça apporte une certaine réflexion. Les sciences de gestion, c'est d'autant plus intéressant. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de se dire tiens, quelle est la voie la plus prolifique par rapport à un profil. Moi, je dirais aujourd'hui, quelle que soit notre formation de base, c'est qu'est-ce qu'on veut apporter comme plus par rapport à ce qu'on fait au quotidien. ماشي واش دار هذا ولا واش دار هذاك انا واش حنزيد انا واش جو vais apporter de plus. هذه c'est-à-dire انا واش راح نمد tout simplement, qu'est-ce que je vais mettre sur la table. Après m'badaka j'aurais pu dire tiens j'arrête et je le vois, j'ai eu l'occasion de le voir au niveau de l'ESA et j'apprécie beaucoup les personnes qui par exemple font 3 ans au niveau de l'université et qui par la suite décident de faire une double. Moi les 3 ans à doc c'était un goût d'inachevé parce que en licence j'avais pas l'occasion de travailler sur ce que je voulais, qui était un sujet de recherche lié au domaine des matériaux de construction, et c'était quelque chose qui me passionnait hein, que je voulais arriver à ce stade là. Je suis arrivé à ce stade là, pour moi c'était objectif à atteindre. Oui, donc voilà, c'est bon. Ok, voilà. Next. Mais c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur, déjà à travers peut-être un peu le contexte familial. La maman est dans la recherche et moi mes premiers mois ce sont juste après ma naissance, c'était dans un laboratoire d'hydraulique hein. Donc finalité je dis finalement il faut checker, il faut chercher, il faut tester la démarche. Voilà, après c'était check, objectif atteint. J'ai entamé un parcours de formation complémentaire qui était un MBA en gestion et organisation des entreprises, mais là c'était un cas de figure aussi particulier où j'avais fait les modules, un petit différent à la fin sur les sujets par rapport à l'organisme en question, mais je me suis servi un peu du tremplin d'ailleurs de connaissances que j'avais eues par la suite, et ça reste aussi une expérience comme dans tant d'autres. Et aujourd'hui je pense que toutes les expériences que nous pouvons avoir ne font que nous enrichir si toutefois ce qu'on tire ou comment capitaliser le meilleur de chaque expérience. Parce qu'au final, c'est ce qui détermine la suite. C'est la capitalisation du vécu et c'est comment mettre toute cette expérience à profit d'une carrière, parce qu'au final, c'est ça. C'est ce qu'on a appris. Au final, c'est la finalité de tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'est-ce qu'on est amené à faire au quotidien. Parce que derrière, que ce soit en tant qu'employé, employeur, en tant que freelanceur, en tant qu'entrepreneur, intrapreneur, auto-entrepreneur, tous ces aspects-là, l'intrapreneur, alors, l'intrapreneur, c'est ce profil-là que vous avez qui est employé dans une entreprise, qui est un collaborateur de l'entreprise, mais qui au final a cette autonomie entrepreneuriale. C'est-à-dire en réalité, il manage un projet comme si c'était son projet. Et c'est tout un aspect, hein, c'est tout un mindset. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits sur ça. C'est-à-dire à un certain moment de se dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait intéressant d'avoir des employés ou des intrapreneurs? Un intrapreneur peut développer un projet, développer une solution, développer une démarche, faire en sorte de mettre la démarche à profit de l'entreprise, et par la suite, pourquoi pas sortir de l'entreprise et travailler sur le projet en soi ou sur la solution en soi. D'accord. Ça peut se développer plus tard. Il peut y avoir plus d'entrepreneurs que de salariés, ou là d'employés. Alors, moi je dirais pas. Je dirais qu'il y a un équilibre entre les deux. Finalité des choses. On peut pas avoir un trop plein d'entrepreneurs sur le marché.
Mais on peut avoir, grâce aux législateurs notamment, avoir des personnes qui ont la double casquette. Être auto-entrepreneur et employé à la fois. Moi, je me dis, il y a quelques années, si le dispositif avait existé, ça aurait été très intéressant. D'accord, d'avoir cette double casquette. En fait, j'avais fait une recherche là, le thème salarié-entrepreneur et j'avais fait des questions. J'avais fait un micro-trottoir et ils étaient salariés, mais en même temps aussi auto-entrepreneurs. Oui, parce que c'est quelque chose qui fait partie un peu... Cette notion de double parcours, je pense qui est très récurrente sur le marché. Vous pouvez trouver quelqu'un, je vous donne un petit exemple, quelqu'un qui travaille dans une administration ou qui travaille dans une discipline bien précise, mais qui s'est dit avec 2-3 amis, pourquoi on ne pas ouvrir un fast-food? Exactement. C'est une démarche entrepreneuriale. C'est un autre secteur. D'accord, c'est tout un autre secteur, c'est un investissement, ils veillent à ça, ils font la rotation pour tenir le business et tout. Mais derrière, aujourd'hui, il faut encourager ces initiatives. Alors, on peut être sur des initiatives comme ça qui sont génératrices de revenus. Après, on peut être aussi sur des approches où on a de la création de valeur. D'accord, c'est des stades aussi. On peut se retrouver consultant formateur, intervenir, mais on peut se retrouver en même temps dans cette partie consultant formateur dans le conseil à développer des concepts pour pallier à des problématiques internes liées à la formation. D'accord. Donc, finalité, c'est une question de mixte. C'est une question de mixte. Et je pense qu'aujourd'hui, le mix pourrait être intéressant parce que c'est ce qui permet réellement de travailler sur du concret et sur du palpable. Hadjamil Moussa. Moi, je me dis toujours que je n'aurais jamais eu mon premier marché si derrière cette entreprise-là, qui est une multinationale, n'aurait pas vu la valeur ajoutée. D'accord, il t'aurait dit, ok, ça, shukran wa ila liqa. Bye bye. D'accord. Donc je me dis que c'est l'achievement, c'est ce qu'on réalise qui définit ce que nous sommes. Exactement. Mais pas l'inverse. Beaucoup de personnes, ou bien certaines personnes, pour ne pas parler de proportion, mais certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, c'est en travaillant sur le paraître qu'on devient. D'accord, sur l'apparence. Je construis le costume sur mesure et c'est ce qui va définir ce que je suis. Moi, du moins, à travers mon parcours, j'ai appris que ça a toujours été le contraire. On est ce qu'on appelle et on est ce qu'on apporte. On n'est jamais ce qu'on veut devenir. Mais c'est en réalité ce que tu fais qui te permet d'être ce que tu es. Si tu ne fais pas, ben tu n'es pas. À défaut d'être, et des personnes qui passent par le mailles du filet, mais ils travaillent sur l'apparence, ils commencent à faire, mais au des cas, on est vite rattrapé par la réalité. Exactement. Et c'est cette réalité qui fait mal, parce qu'aujourd'hui, ce qui définit la pertinence, ou ce qu'on fait, c'est le fait réellement qu'on soit à même d'être dans la continuité. Mais je ne suis pas là pour faire une action ou un one-shot, mais je suis là à être dans la continuité de la démarche et à faire en sorte à fédérer. D'accord, c'est-à-dire, je suis là, je fais, mais en même temps, les gens apprécient, mais en même temps, il y a tout un fil conducteur qui doit se faire. Et je pense que c'est la base de tout professionnel qui réussit. C'est qu'ils réfléchissent achievement et réalisation. C'est aussi la mission même d'une entreprise. Une entreprise, on mesure sa performance à travers ce qu'elle réalise. L'objectif, est-ce que à travers ce KPI. Tout simplement. Exactement. Si aujourd'hui elle atteint les objectifs, c'est qu'il y a du concret. Mais demain, si on réfléchissait entreprise on reprend la notion des 2 costumes sur mesure, تبني لها كما يقول لك تبني لها مصداقية. À un moment, les clients vont se rendre compte que le service ou l'expérience client ou la démarche en soi n'est pas la même. C'est que du vent. Voilà, c'est que du vent. Adéa. Très bien. Alors, vous êtes formateur. Oui. Où sont déjà les formations, ou une formation ludique? Alors, ce qui m'a amené réellement d'aller vers ce volet-là, c'est tout simplement une expérience qui a commencé, et je reviens toujours, question d'opportunité. Il y a quelques années de cela, on m'avait contacté, indépendamment du parcours que j'ai eu dans un organisme qui travaillait sur le volet éducation. Donc j'ai baigné dans l'éducation pendant un peu plus de 6 ans. 6 ans et 4 mois. Et c'était là où j'avais mis en place des programmes, notamment en profitant un peu de l'expérience internationale qu'il y avait. Mais c'est surtout la partie entreprise qui m'a le plus intéressé en parallèle, parce que d'un côté, je travaille avec des populations un peu plus jeunes, donc c'était une génération Z qui venait, c'était une fin génération Y.
Et donc, c'était beaucoup plus cette catégorie-là. Et d'un autre côté, je commençais à travailler avec des professionnels sur des actions, et notamment sur des parcours. Et donc, à un moment, j'ai vu que l'approche traditionnelle n'apportait plus. N'apportait plus, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux former dans le commercial, c'est bien de donner l'aspect commercial, de parler de technique, de faire des simulations. Mais est-ce que c'est suffisant pour ancrer l'information chez le participant? Parce qu'au final, tout est une question d'ancrage. Tout est une question où tout s'articule autour d'un point. Cette personne-là, lorsqu'elle va quitter la formation, quel est le nombre ou bien quel est le pourcentage de notions qu'elle pourra retenir demain lorsqu'elle va activer et elle va revenir dans l'opérationnel? Challenge. Est-ce qu'on peut le quantifier, pas le quantifier? C'est un objectif réellement de travailler sur cette thématique-là un jour et de pouvoir réellement étudier la démarche en soi. De mettre des chiffres sur les mots, MAUX, de mettre des chiffres sur les mots, mais derrière, j'ai vu, du moins à travers l'observation, que ce n'était pas la bonne approche. Donc par la suite, je commence à faire des variations et lorsque j'avais rejoint Ingez, j'avais trouvé un jeu qui était développé par la HSBC, qui s'appelait More Than Money, qui était destiné pour des enfants. Ça s'appelait More Than Money, okay. Qui était sur l'éducation financière. Et là, on rencontrait, c'était un gros Monopoly, hein, et c'était un des programmes qui faisait partie de mon portefeuille. Donc là, je me dis, ça c'est intéressant. Donc l'idée était restée dans la tête, de me dire, tiens, un jour, je vais travailler sur des concepts pareils. Et c'est en 2019, fin 2019, que je travaille sur un projet avec un organisme qui s'appelle le PNUD, qui fait partie des Nations Unies. Oui, on avait travaillé sur une thématique et j'avais gamifié la thématique à travers un jeu de cartes. Donc là, je prends conscience que finalité des choses, on peut traiter des thématiques complexes en abordant un aspect un peu plus ludique. Et donc le ludique devient un levier pour l'acquisition de la connaissance, mais aussi l'acquisition de la compétence. Parce qu'en finalité, on travaille sur 3 dimensions. Il y a le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Donc si on verrouille le savoir et si on essaie de booster le savoir-être et le savoir-faire à travers le ludique, ça peut être très intéressant. Mais des fois, quand on travaille avec des professionnels, souvent le savoir est une connaissance ou c'est un niveau qui est déjà acquis. Vous prenez quelqu'un qui évolue dans le secteur bancaire, qui est commercial dans le secteur bancaire, les aspects liés à son travail et qui relèvent du savoir sont acquis. Maintenant, en termes de savoir-faire et de savoir-être, qu'est-ce qu'on peut actionner comme démarche ou comme approche pour pouvoir l'aider et l'accompagner dans ce volet-là. Et donc, c'était à partir de là qu'avait commencé la réflexion initialement. Une réflexion qui s'est poussée par la suite à travers des itérations, notamment sur des profils un peu plus jeunes, mais qui à un moment a donné lieu à des concepts beaucoup plus pratiques. Moi, mon premier jeu, quand je l'avais développé, et d'ailleurs quand je l'avais testé, c'était pas si parfait que ça. C'est tout à fait normal. Mais Mbadeka, ce qui l'a rendu fonctionnel, c'est que je me suis rendu compte qu'en finalité, on peut ajuster des éléments. Et cette démarche-là m'a poussé par la suite à perfectionner l'approche et à un moment à décrocher des clients, qu'ils soient dans le secteur de l'industrie, qu'ils soient dans le secteur du pharma, qu'ils soient dans le secteur des opérateurs téléphoniques, avec un seul objectif, développer un concept ludique à travers un serious game ou à travers un learning game, et ça se discute, pour accompagner au mieux les collaborateurs. Donc c'est toute une branche qu'aujourd'hui j'affectionne. On revient un peu sur cette passion génie civil et tout. Peut-être que là, je me suis retrouvé à associer les deux, à associer la passion et la profession. À un moment, j'avais une passion pour la partie études et une profession et un parcours sur lequel je travaillais. Mais là, je pense que je suis arrivé à un stade où j'ai pu associer les deux. Et c'est ce qui donne un peu... D'ailleurs, on me dit souvent, mais qu'est-ce qui te pousse à faire beaucoup de routes ou hier à être au niveau de l'Borj Barège pour travailler sur une action avec un industriel et 2 jours avant être au niveau d'Oran pour accompagner un autre industriel. C'est bien sur une semaine, ça est fatigant, oui, c'est fatigant. Mais c'est aussi passionnant de travailler sur l'humain. Et donc au final, c'est cette passion-là qui me donne cette rapidité, enfin je cette rapidité, mais cette envie de toujours donner, mais de toujours monter aussi en termes d'efficacité. De ne pas se dire c'est bon, classe, objectif atteint, classe. Contrairement à d'autres chapitres. Mais voilà. Est-ce que تقدر تفهمنا
simplement la différence entre serious game ou Alors, learning game. le fil conducteur fait un physio, c'est le ludique. Mais d'un côté, vous avez l'outil, d'accord? Ça peut prendre forme. Vous pouvez utiliser des paillettes ou des gobelets, pour travailler sur une activité de construction. Vous pouvez utiliser des matériaux un peu plus nobles, un peu plus valorisants, pour travailler sur des concepts. Ça peut être des Lego, effectivement. Et d'ailleurs, les Lego, pour revenir un peu à l'histoire des Lego, c'était en début des années 2000 où l'entreprise Lego a mis en place la licence LSP, la Lego Series Play, qui était pour utiliser les Lego dans un contexte éducatif. Et c'est en 2010 qu'ils ont libéré la licence et c'est devenu une approche open source. Exactement. كنا صغار كان عندنا لي ليغو. Oui. كل يوم واش نبنوا بهم. Après, vous pouvez prendre le même concept, pour travailler sur des compétences. En challengeant ou en simulant le collaborateur ou le participant sur un volet. Et donc ça, c'est la partie learning game. La partie serious game, c'est beaucoup plus construire une mécanique et une expérience d'apprentissage. C'est un peu plus poussé en termes de réflexion, parce que c'est travailler sur tout un univers dans lequel on met le collaborateur. C'est que demain, quand j'ai envie de former par exemple les collaborateurs d'une banque ou bien d'un opérateur téléphonique, à la Sabine Mittel, et que je travaille, que ce soit sur l'agence ou là sur la boutique, c'est que je vais créer un environnement de l'agence ou de la boutique au niveau d'une salle de formation pour travailler sur les compétences souhaitées par rapport aux écarts établis entre la RH et le métier. D'accord. D'accord. Finalement, c'est par moment, quand on voit ça, on se dit c'est simple, mais c'est complexe sur la réflexion et sur la mise en place. Et cette réflexion-là est une réflexion purement RH. Et même dans la RH, c'est un sous-domaine de la RH qui s'articule autour de la formation et du développement RH. Parce que dans la RH, vous avez plusieurs disciplines. Moi, je me suis toujours dit, j'ai jamais fait de RH, mais ma première expérience dans un projet, c'était en tant que RH. Quand j'avais fait Injaz, c'était un peu le domaine il fallait occuper une fonction au niveau de l'entreprise ADEC. J'ai dit, tiens, RH, ok. Why not? Travailler sur une charte, travailler sur des contrats. Et c'était une expérience. Alors, des années après, c'est rigolo, mais c'est quelque chose que je me suis retrouvé à faire indirectement en étant un partenaire RH. Parce qu'autour de la direction de la ressource humaine ou du capital humain, parce que aujourd'hui on ne parle plus de RH, on parle de capital humain, et même en termes d'approche, on va encore plus loin. Mais d'ailleurs, je me suis toujours dit que c'était très intéressant d'être un bon partenaire RH. C'est-à-dire comprendre les challenges, comprendre les problématiques, être en mesure aussi de fournir des solutions. Et ce que j'ai trouvé à travers le développement de Serious Game, c'est réellement que je pouvais répondre à des problématiques internes d'une façon subtile, pratique, et de mettre en place des mécaniques de jeu qui aidaient l'entreprise à répondre à ses objectifs beaucoup plus business. C'est-à-dire, la finalité des choses, on peut ne pas éliminer les deux. Je vous donne juste un petit exemple. Au niveau de l'ESA, vous avez une excellente salle des marchés. Alors, si on prend la salle des marchés, on peut dire que le concept en soi, c'est un serious game qui est digitalisé. Parce que la finalité des choses, c'est quoi? C'est qu'on a un outil qui nous permet de travailler sur des simulations, de partir d'un point de départ, d'aller sur un point d'arrivée, et entre les deux, il y a des scénarios qui varient. Et tout cela est dans un contexte purement financier. Là, on est réellement dans un concept de serious game dans son format le plus digitalisé. Et qui m'a, par exemple, au niveau des formations diplômantes, que ce soit sur la partie Executive MBA, où vous avez aussi l'ESA dispose, à travers son partenaire, d'accès à une plateforme de serious game digitalisée. Donc, finalité des choses, aujourd'hui, on peut travailler sur plusieurs volets. L'ancrage académique, il est très important. Quand on est dans un cycle licence-master, on peut, avec les professionnels, faire varier l'expérience d'apprentissage et d'aller vers des expériences qui sont un peu plus opérationnelles, tout en préservant les acquis. Et ça, c'est un élément très important. L'objectif de la gamification, ce n'est pas de tuer la montée en compétences ou bien le renforcement des compétences, mais c'est de les stimuler à travers un autre canal d'acquisition, tout simplement. Et toute la magie est là. C'est-à-dire comment maintenir le cadre normatif de l'apprentissage, mais associer ou ajouter des éléments qui vont aider l'apprenant à apprendre plus vite et d'une façon un peu plus pratique. Voilà. Et bien utiliser tout ce qu'il a appris. Et d'utiliser tout ce qu'il a appris dans des situations réelles, effectivement. Là, on va parler entrepreneuriat. Donc, selon vous, qu'est-ce qui distingue l'état d'esprit ou le mindset
d'un entrepreneur, entre un entrepreneur et une personne simple qui n'est pas faite pour l'entrepreneuriat? Alors, est-ce qu'on est fait pour entreprendre, oui ou non? Tant qu'on n'a pas essayé, je pense qu'on ne peut pas savoir. Parce que c'est plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Des fois, d'un point de vue purement culturel et socio-culturel, des personnes qui se sont retrouvées à entreprendre par obligation. D'accord, on le voit un peu autour de nous. C'est l'environnement ou c'est le contexte qui pousse quelqu'un à aller vers une approche création de valeur, création de richesse en lançant un business. Des fois, c'est des aspects où là, c'est des opportunités qui se présentent pour la personne. Des fois, c'est un fil conducteur ou un chemin de vie qui nous mène à aller vers cette approche-là. Donc, finalité des choses, on ne peut pas dire est-ce qu'une personne elle est prête, oui ou non, même si d'ailleurs il y a des tests psychotechniques dans ce volet. Mais moi, je pense que la meilleure façon de prouver la chose, de démontrer la chose, c'est réellement d'être dans une approche terrain. Et toute une personne qui a, je dirais, de la prise d'initiative, peut devenir un bon entrepreneur. Si toutefois il y a la prise d'initiative, après ça peut être compensé par d'autres aspects. Entreprendre sur un projet, c'est être en mesure aussi de gérer l'environnement. Parce que c'est bien de se dire, tiens, moi je suis un entrepreneur et tout. Mais c'est important aussi de savoir gérer ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, son équipe. Scaler. Et aussi scaler. Et comment scaler? Après, d'accord, on peut être dans une dimension création de richesse ou une entreprise, mais rester dans un contexte purement micro-entreprise ou une PME, ou une petite ou une moyenne entreprise. Après, on peut avoir comme produit ou service des aspects qui nous permettent de scaler, c'est-à-dire d'aller sur de la croissance et donc à partir de là de rentrer beaucoup plus sur une mécanique de start-up que sur une mécanique d'entrepreneuriat traditionnel. Très bien. Mais moi je dirais beaucoup plus la prise d'initiative. Je pense que c'est un élément très important, prise d'initiative, saisir les opportunités, avoir du recul, ça c'est un élément très important. Parce que quand on travaille sur des aspects, si on n'a pas, ou si on n'enregistre pas suffisamment de recul, on ne peut pas les analyser. Et donc, c'est tous ces paramètres-là qui donnent un bon entrepreneur dans le quotidien. Mais d'accord, il n'y a pas de bon ou de mauvais entrepreneur. Tout s'apprend. Tout s'apprend d'un côté, mais on n'est pas aussi amené à comparer. On peut être excellent dans ce qu'on fait alors qu'on a une toute petite équipe, comme on peut être encore mieux et au top quand on a 3000 collaborateurs, et qui met l'inverse. D'accord ? Donc il ne faut jamais comparer. Donc il ne faut jamais comparer. En réalité, la seule chose qui est très pertinente dans ce cas de figure, c'est beaucoup plus cette question d'achievement. Qu'est-ce qu'on est amené à faire? Pour qui on délivre de la valeur? Et comment la valeur délivrée est-elle appréciée? Est-ce qu'on a une satisfaction? D'accord? Ou est-ce qu'on a de l'insatisfaction? Si on a de la satisfaction, c'est bon pour le business, ça permet d'augmenter le chiffre. Si on a de l'insatisfaction, il faut retravailler. Il faut retravailler, corriger, itérer, de telle sorte à avoir une proposition de valeur qui est en adéquation avec et peut-être ensuite avancer plus rapidement que... Et peut-être ensuite avancer. Plus rapidement. Après, aujourd'hui, le modèle entrepreneurial en Algérie, c'est très intéressant parce qu'il a évolué. On a un ministère qui chapeaute cela. Justement. L'économie de la connaissance, les startups et la micro-entreprise. On a aujourd'hui un ministère de l'enseignement supérieur qui a inclus la dimension entrepreneuriale au niveau du ministère. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe du ministère de l'enseignement supérieur dans une visite au niveau, d'ailleurs l'actuel ministre, il était recteur de l'université de Msila. Et j'avais eu à visiter déjà l'université, à faire une action de thème. Et des mois après, j'ai eu l'occasion d'être associé à une réflexion qui était au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, c'est la création de la commission nationale en charge de l'entrepreneuriat, ou de l'axe entrepreneuriat et de l'innovation, et d'apporter ne serait-ce qu'un regard externe. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont appréciables et étant appréciées. C'est-à-dire aujourd'hui, le législateur ou l'institutionnel est amené à prendre en considération les différents éléments de l'opérationnel pour définir une stratégie d'un secteur du gouvernement ou autre. Et ça, c'est quelque chose de bien. Super. Comment est-ce que vous voyez l'avancée du monde de l'entrepreneuriat en Algérie? On est déjà sur une approche qualitative. Il y a une avancée qualitative. Il y a quelques années, on n'avait pas d'auto-entrepreneurs.
Aujourd'hui, on a un statut qui permet réellement à des personnes d'avoir cette double casquette. Et c'est amené encore plus à se développer. Il y a quelques années, on n'avait pas un cadre juridique des startups. D'accord. À partir de 2020, il y a eu cette progression-là à travers la création de la structure ministérielle, mais aussi la mise en place du label, les différents labels, dans ce sens. Il y a quelques années, on n'avait pas d'incubateur. Il y avait les maisons d'entrepreneuriat qui ont évolué aujourd'hui, qui deviennent des CDE, des centres de développement de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi des incubateurs. Tous ces aspects-là aident l'écosystème à mieux se structurer. Après, aujourd'hui, il faut juste se dire qu'on doit aussi accompagner cet écosystème à grandir. L'idée, c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on dise, tiens, il faut tout ça aujourd'hui, mais c'est à nous aussi en tant qu'acteurs, que ce soit dans l'enseignement, dans la formation, dans la prestation, de travailler à notre niveau, d'impacter notre environnement, aussi on contribue à cette réussite-là. Parce que le législateur aujourd'hui, il met la base, il met l'assise, il met la réglementation, mais c'est à nous aussi d'enrichir le débat, d'enrichir ce qui a été proposé et de contribuer à la réussite. Ce n'est pas une réussite individuelle, mais là, on parle réellement d'une réussite collective. En parlant de valeur, vous avez parlé de valeur, comment on peut vraiment créer de la valeur? Comment on peut vraiment créer de la valeur? Bonne question. Alors, si on parle de l'humain ou de l'organisation, la notion de valeur, elle est individuelle, elle est présente. Quand vous parlez de l'humain, c'est à titre individuel ou collectif. Quand vous parlez d'entreprise, c'est les valeurs de l'entreprise qui sont là. L'idée, c'est qu'à travers ce qu'on sait faire, à travers notre expertise, et à travers ces notions de valeur à l'échelle individuelle ou collective, qu'on arrive à créer une valeur un peu plus monétique et pécuniaire par rapport à ce qu'on est amené à faire. Je m'explique. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui fait une prestation X, ou là, X, on ne pourra jamais dire qu'il fait du bon travail si toutefois on ne trouve pas que le travail répond à un besoin et que ce qu'il fait répond aussi à une logique et il a ce qui le rend différent en termes d'écoute, en termes d'écoute client, en termes de négociation, en termes de traitement d'une réclamation, d'une requête, ou le traitement du besoin. Donc, finalité des choses, aujourd'hui, si on veut créer de la vraie valeur, il faut réfléchir tant à l'échelle individuelle, collective qu'organisationnelle d'un côté, mais aussi à se dire, tiens, si j'offre un service ou si je vends un produit, comment faire en sorte que l'expérience client que je suis en train d'offrir ait de la valeur aux yeux de ce client-là. C'est-à-dire qu'il va apprécier ce que je suis en train de lui délivrer. Parce que si je veux durer, finalité des choses, il doit se dire, tiens, je travaille avec la bonne personne, ou là, je suis en train d'acheter le bon produit de la bonne entreprise. Donc, en réalité, la valeur ADIA qu'on veut créer, elle repose sur plusieurs dimensions, plusieurs paramètres, et c'est ces paramètres-là que nous sommes amenés à travailler au quotidien. Et de ne pas dormir aussi sur ses lauriers, de se dire, tiens, je fais du bon travail, maintenant je commence à déléguer, salam alaikum. D'accord. Mais il faut veiller à ce qu'il y ait de la continuité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez un chef d'entreprise qui n'hésite pas à descendre, à faire le client mystère ou la version patron incognito. Il y a pas des choses ce qui se passe réellement au niveau de ses équipes. Pour essayer réellement de veiller à ce qu'il y ait des critères de qualité qui soient toujours omniprésents. Donc, pour les nouveaux entrepreneurs, les jeunes, c'est plus difficile pour eux de déléguer que de veiller. Alors peut-être... C'est plus difficile de déléguer, oui, bien sûr. Mais il faut se dire, quand on veut déléguer, qu'est-ce qu'on délègue et à qui on délègue. Parce qu'en il y a tout un aspect à prendre en considération, le processus de recrutement. Si aujourd'hui l'idée est de déléguer, juste pour déléguer, non. Il faut former avant de déléguer. D'accord. La question, c'est qui vais-je former et quand vais-je le former et pour quelles raisons vais-je accompagner quelqu'un pour qu'il fasse la chose. Donc, il y a plusieurs questions à travailler ou bien à réfléchir avant de se dire ou de choisir le meilleur scénario. Aujourd'hui, je pense que le travail d'un entrepreneur, c'est aussi ça. L'environnement est challengeant, certes, des fois. Il est plus difficile peut-être aujourd'hui de rentrer dans un secteur où il y a déjà des acteurs qu'il y a quelques années. C'est logique. Il y a des personnes, il y a des structures qui sont là omniprésentes. Donc, qu'est-ce que tu apportes en plus par rapport à ceux qui sont là, à ceux qui activent déjà dans le domaine. Mais je pense que ces paramètres-là font
aujourd'hui que l'entrepreneur doit maturer sa réflexion et doit réfléchir réellement qu'est-ce que je dois faire. Et c'est plus intéressant. Par contre, quand on est dans des secteurs un peu plus technologiques, où la technologie nous aide à aller sur des domaines qui sont relativement vierges, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, et bien là, ça peut aider. Mais quand c'est des domaines où il y a déjà des acteurs qui sont présents, je pense que la difficulté, elle est réellement de comment créer de la valeur et comment faire en sorte de se distinguer sur le marché sans pour autant aussi nuire aux acteurs présents. Parce qu'il y a un autre paramètre, c'est qu'il y a une complémentarité entre les acteurs. Une personne ne peut pas rien faire. Une personne ne peut pas rien faire. Une personne ne peut rien faire seule. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de se dire, même quand il y a des nouveaux acteurs, ce n'est pas de se dire, tiens, un qui contrôle ou l'indégradé pour nuire aux autres. Non, il y a un équilibre à faire. Il y a un écosystème à travailler. Et moi, je me retrouve aussi à travailler sur des actions où je privilégie un partenaire parce que je me dis que derrière cette opération pourrait être très intéressante par rapport, ou là, avec ce partenaire, que quand elle est menée seule. Parce que aussi, c'est une question de valeur proposée par rapport au client. Et il y a un autre paramètre aussi qui est très intéressant, qui peut être aussi gastronomique. Mieux vaut avoir 30 à 40% d'une pièce montée que 99,99% des millefeuilles. D'accord. Donc tout est une question de proportion et de perception par rapport à la chose. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être dans cette démarche d'entraide, de collaboration, de coopération, que les choses soient construites sur des valeurs profondes, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Pour le service des entreprises, pour le service et aussi pour l'intérêt de notre pays, parce qu'aussi on a une image à travailler. Le marché algérien, il est toujours vierge. Il y a de la matière, il y a de la matière. Mais aussi on a une image à travailler à l'international. Aujourd'hui, il faut devenir l'idée, c'est qu'on trouve des champions locaux qui se démarquent aussi à l'international. C'est que demain, par exemple, quand il y a une entreprise algérienne qui partent ou qui exportent ou qui réfléchissent à l'international, c'est qu'elle va réfléchir aussi au opérateur local. D'accord. Et c'est ce qui se passe un peu à travers le monde. C'est que quand vous voyez les entreprises qui progressent à l'international, eh ben, ils prennent le portefeuille fournisseur TAO ou IGB, parce que pour lui, c'est tout un écosystème qui vient et qui travaille. Exactement. C'est le parcours entrepreneurial تاعك. وشنو هي العفسة اللي تعلمتها le plus اللي ماركتك؟ عفسة ولا عفايس؟ أنا نروحوا 3 عفايس. D'accord. Bon, الحاجة c'est je pense que c'est important de ne jamais perdre le cap. Dans le sens où quand on a une vision, quand on a une démarche, il faut essayer de garder la démarche là. Il faut essayer de rester droit dans ses bottes, d'un côté. Deuxième des choses, ne jamais se dire qu'une partie est finie, pour revenir un peu dans un concept beaucoup plus ludique et de jeu, c'est que tout est une question de contexte. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des entreprises, d'arrêter temporairement par rapport à un contexte, mais aussi d'avoir la chance de revenir dans la même entreprise et d'aller dans la continuité, de créer un peu plus de valeur. Et donc, tout est une question aussi de patience, de persévérance. Ça, c'est des aspects importants. Après, il faut apprendre à gérer les contraintes. Qui dit qu'un challenge, tu ne vas pas automatiquement agir d'une façon irréfléchie, mais tu vas te dire, on analyse la situation et qu'est-ce que je vais faire? Je prends du recul, j'analyse et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mieux agir. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Ces aspects-là m'ont beaucoup aidé, et m'aident toujours dans ce que je fais au quotidien. Après, j'essaie aussi de garder avec le côté partage, parce que c'est quelque chose, je pense que c'est très important aujourd'hui, que l'entreprise ne soit pas dissociée, ou ceux qui évoluent, ou ceux qui gravitent dans le monde du business, n'oublie pas un élément très important, c'est que c'est au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, c'est là où tout se joue.
C'est que si demain on veut avoir des générations qui comprennent l'importance des valeurs et l'importance du travail et l'importance de faire les choses correctement, c'est assez intéressant de se dire on ne doit pas perdre le lien qui nous lie à l'éducation ou à l'enseignement supérieur. Et c'est la responsabilité de tout acteur. Que ce soit un tout petit acteur comme moi, à travers ce que je fais au quotidien, ou bien des acteurs qui sont un peu plus grands, et notamment des industries. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir, pas moi qui est un grand acteur dans l'industrie en Algérie, où il y avait toute une réflexion par rapport au monde de l'université et comment valoriser de la recherche. Et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, parce qu'on réfléchit réellement à comment aider, accompagner, trouver des axes. Parce que finalité des choses, c'est ce qui nous permettra réellement de se distinguer. Et aujourd'hui, il y a un grand travail à faire. On est en train de construire un pays. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. C'est que tout ce qu'on est amené à faire au quotidien contribue à la réussite de l'Algérie. Si on réussit dans notre environnement, et si notre environnement, aussi petit soit-il, soit dans le green, soit bon, et ben automatiquement on a du vert là, 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 et ça va nous donner du vert un peu plus partout. Un peu partout. Donc finalité des choses, je pense que c'est un peu le challenge que nous rencontrons au quotidien. Très bien. نقولوا جاك un jeune qui veut se lancer. ويقول لك يا monsieur بالكبير واش تنصحني؟ صدم. Non. Prends le risque. C'est pas une question de prendre risque, test. Il y a un concept qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le test and learn. D'accord? Il faut tester, apprendre, itérer, tester, apprendre, itérer, tester, apprendre, itérer. Rien ne se fait de façon facile. Mais après, c'est en testant et c'est en voyant comment est-ce que le marché réagit, et c'est en étant dans cette dimension agile aussi par rapport au marché, par rapport aux attentes du marché, qu'on pourra vérifier est-ce que le postulat de départ, est-ce que l'hypothèse initiale est vérifiable, oui ou non. C'est une affirmation ou est-ce une négation. Parce que finalité des choses, si on ne fait pas les choses correctement, si on ne fait pas les choses de façon globale, on ne peut pas savoir si c'est bon ou pas bon. Donc s'arrêter au stade idée n'est pas intéressant, chacun de nous peut avoir une idée. Mais ceux qui réussiront, ce sont ceux qui concrétisent les idées en projet. Et ce sont ceux qui arrivent à tirer bénéfice du projet et à monétiser autour de ce projet. Parce que le intéressant, c'est lorsqu'il deviendra une entreprise. Et on revient sur cette notion de création de valeur. C'est-à-dire, on est dans la démarche, on est en phase où on crée de la valeur. Et c'est ce qui va donner à cet entrepreneur, jeune ou moins jeune, cette dimension-là. On prend à l'international, beaucoup de belles réussites ont été réalisées par des personnes qui étaient assez seniors. D'accord? Mais rien n'empêche que d'autres qui venaient de sortir de la fac ou bien de l'université ont réussi à mettre en place aussi des projets. Donc, finalité des choses, ça dépend de l'individu. Ça dépend du parcours, ça dépend de l'opportunité, ça dépend de sa vision aussi. Ça dépend de la vision. Donc, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Mais quel que soit X, quel que soit le paramètre, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, si j'ai envie de faire quelque chose, je dois travailler dessus. Parce que quel que soit X, si on ne travaille pas dessus, ça ne donnera pas de résultat. Donc, finalement, ce n'est pas en restant statique face à une situation qu'on va s'attendre à un résultat. Mais il faut réellement faire en sorte de concrétiser la chose. Exactement. La différence entre ceux qui font et ceux qui parlent, c'est l'action. Mais c'est aussi le nombre d'erreurs. Et comment capitaliser sur les erreurs. Ou fais en sorte que tu capitalises, ne refais pas les mêmes erreurs. Automatiquement. Il faut bien apprendre. Et c'est ce qui va aider à avancer et faire de belles choses. Ok, très bien. نسمعوا بزاف على la génération Z. يقولوا يهضروا على la génération Z. وشنو هي la génération Z? Alors, globalement, quand on parle de la génération Z, on est en train de viser la fin des années 90. C'est une génération qui a grandi au milieu de la technologie, ce qui est très important, qui a vu un changement majeur sur la partie comportement au niveau de la société, sur le plan local, régional ou international. Mais c'est une génération aussi qui aujourd'hui peut se sentir incomprise en entreprise par rapport aux standards de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est une génération à inclure où la
avec laquelle il faut agir en étant agile. Il faut trouver un peu les bons réflexes aussi pour capter les talents. Parce que aujourd'hui, on parle aussi de guerre des talents. Peut-être sur le marché national, c'est quelque chose qui n'est pas si nocif. Parce qu'au final, le talent, il peut être recruté et tout. Mais ce qui peut être le plus challengeant, c'est lorsqu'on perd nos talents pour l'étranger. Ou là, c'est que de l'étranger, on vienne prendre des talents en local, parce que là, c'est une perte réellement. C'est une perte sèche. Surtout par rapport à la formation, par rapport à l'accompagnement, par rapport aux besoins déjà, hein, quel que soit le secteur d'activité. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à cette génération, l'idée c'est d'ajuster l'entreprise ou de faire en sorte que l'entreprise soit attractive par rapport à cette génération-là, indépendamment de la taille, hein, que ce soit une start-up, une micro-entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, c'est de trouver comment capter le profil Hadaya, notamment les plus talentueux d'entre eux. Mais d'un autre côté, c'est que c'est aux jeunes aussi de comprendre aujourd'hui que la nécessité, ou bien qu'il est très important pour lui de s'inscrire dans un modèle ou d'accompagner une entreprise, parce que ça va aussi dans le sens de l'apprentissage et du développement de compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut être très bon sur du développement web, ou bien sur de l'IA, ou bien sur de la partie data scientist ou la data analyst, mais qu'au final, on se dit, tiens, mais moi, je suis pas très fan de cette entreprise. Ok, d'accord, mais il faut aussi mettre des mots sur les mots, MOTS, MAUX, et de se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise? Ah, j'ai besoin de ceci, ça, ben, je vais trouver l'entreprise, ou bien je vais essayer de postuler dans une entreprise qui réponde un peu à ma logique. Mais je dois aussi travailler sur moi-même, sur mes compétences, de telle sorte à ce que je puisse aussi m'adapter à l'entreprise en soi. Et au final, c'est du win-win. Exactement. L'entreprise gagne parce qu'elle est en train d'accompagner, de former, mais d'un côté, d'avoir un retour sur investissement par rapport à ce collaborateur-là. Et d'un autre côté, avec le talent, ou bien le collaborateur qui va profiter de l'expertise de l'entreprise, apprendre plus, savoir comment se comporter en entreprise, parce qu'au final, demain, même lorsqu'il va lancer son business, il devra s'inspirer des modèles. Exactement. Et le modèle il y a en tant qu'acteur de ces entreprises-là. Donc il n'y a pas mille et une façons de gérer la chose. Donc vous conseillez les jeunes mort le parcours académique les entrepreneurs, est-ce que vous conseillez les jeunes de passer par le monde de l'entreprise pour se lancer? Toute expérience est bonne à prendre. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne approche. C'est juste que de se dire, tiens, aujourd'hui, moi en tant qu'entrepreneur, ou là, moi en tant que jeune, je suis fraîchement diplômé, qu'est-ce qui va m'aider à atteindre mon objectif? Moi, je me dis, si je n'avais pas eu à évoluer dans une organisation, de travailler sur le volet éducation et tout, je n'aurais pas eu la légitimité de parler des sujets ou là, de travailler sur ces volets-là. Mais c'est une question de parcours. Et comprendre que le parcours a un début, un milieu, bon, il n'a pas de fin, certes, parce que la fin, c'est un autre point, mais l'avancement dans le parcours dépend de ce qu'on est en train de faire. D'accord. Et donc, au final, c'est ça. C'est que dans notre modèle ou là, dans notre démarche, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, moi, si je veux me lancer, est-ce que je suis prêt pour me lancer? Si demain, je veux me lancer sur un sujet qui est très difficile en entreprise, qui est très délicat, est-ce que j'ai suffisamment de bagages et d'expérience et d'expertise pour parler de ce sujet-là en entreprise? Parce que l'idée, ce n'est pas de bluffer. L'idée, c'est d'apporter une solution. Cette notion de valeur. Hein? D'accord. Que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Parce que toi, une entreprise, tu bluffes et tout. Oui, ça. Tu as un marché. Qu'est-ce que tu as fait avec le marché? Pour un début, ok. Pour la suite, non. Ah oui, un marché. Ok, t'as eu un virement. Il n'y a pas de « et ». Mais il n'y a pas de suite. D'accord. Et il faut se dire que aujourd'hui la réputation est un élément très important. Quand on ne fait pas bien quelque chose quelque part, les autres haïssent. D'accord. On n'est pas en train d'évoluer dans un monde où on est déconnecté. Non. Parce que elle va dire, moi j'ai eu une très belle expérience avec X, une très mauvaise expérience avec X. Donc finalité des choses, si on veut travailler sur la qualité et la forme, mieux vaut faire les choses correctement et prendre le temps de faire maturer sa démarche, de faire maturer son projet, باش نهار تهضر على حاجه ملموسه, حاجه concrète et حاجه qui apporte de la valeur. Et même là,
tu ne peux être que content et satisfait de ce que tu apportes et de ce que tu fais. Très bien. Du moment que راك في le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, وشنو هما les malentendus اللي يصراو en général ما بين les jeunes et l'entreprise et les entreprises. Moi, j'irais déjà dans un premier constat un peu plus global, c'est qu'aujourd'hui, le problème numéro un, c'est un problème de communication. Mais où là, on ne parle pas le même langage. Où là, on tombe facilement dans le jugement. Ça, c'est aussi un problème qui peut arriver. Parce qu'à un certain moment, quand on est dans une cas de figure où c'est la société qui prime sur l'entreprise, c'est l'environnement extérieur qu'on retrouve à l'intérieur et qu'on ne s'aligne pas sur les standards, sur la façon de faire, mais aussi c'est une notion de transparence, donc on tombe assez rapidement dans des problématiques et dans des contraintes du genre. Donc, Midja, c'est beaucoup plus un problème de communication, de vision, mais aussi d'expression des attentes. Si chacun de nous arrivait à mettre des mots sur les attentes Théo, et que chacun soit transparent dans sa démarche et dans sa façon de faire, je pense que cela ne peut être que bénéfique. Mais après, si on commence à jouer à cache-cache ou Politique. c'est pas très bon, c'est pas très intéressant parce qu'au final ça va gâcher l'expérience. Alors pour l'entreprise, c'est la marque employeur qui est affectée. Pour le jeune, il ne pourra pas tirer profit de cette expérience-là. Et donc au final, donc c'est du lose-lose, au lieu que ça soit du win-win. Parce qu'à la base, toute relation, qu'elle soit économique, sur un plan professionnel ou personnel, est basée sur le gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant, c'est simple. Je ne gagne pas sur ton dos, tu ne gagnes pas sur mon dos. On avance ensemble. On gagne ensemble. Même si on diverge, on fera en sorte de trouver des terrains de convergence et on continue d'avancer. C'est des petits pas aujourd'hui, ça va être des pas un peu plus grands demain, ça va être de très grands pas après-demain. Mais le plus important, c'est de construire une base ou un socle solide sur des valeurs, sur un respect mutuel, sur une compréhension de l'autre, et ces aspects-là doivent être compris autant par le jeune, parce que même lui doit comprendre que l'élément de confiance, c'est pas quelque chose qui vient à l'instant T, d'accord? Et on ne tombe pas dans un aspect où on va faire trop vite juste parce qu'on veut avancer et tout. Et d'un autre côté, par rapport à l'entreprise, qui doit comprendre aussi, ou le staff au niveau de l'entreprise, il doit comprendre aussi que c'est une génération qui a ses caractéristiques, qui a ses spécificités, et qu'en même temps, on doit faire en sorte de créer l'environnement pour cette génération, de telle sorte à tirer le meilleur des deux côtés. Donc là, je dis que ce soit l'un des jeunes ou l'un des entreprises. Et c'est ce qui va donner la réussite de la chose. Moi, aujourd'hui, je le vois. J'ai eu à développer des programmes dans ce sens, avec des entreprises. Pas moins que, avant de venir vous voir, j'étais chez un client et là, je rencontrais un jeune qui avait fait des programmes que j'avais animés il y a quelques années. Et en discutant et tout, it's good. Il construit son parcours. D'accord? Il avance, il fait. Bon, son manager, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au niveau de l'ESA. Donc, moi, j'ai dit ça va. Il dit, ah oui, c'est lui mon manager. C'est bien. Tu dois apprendre énormément. Parce que la personne a dit, sur le plan humain ou sur le plan compétence, c'est quelqu'un qui est juste exceptionnel. Il dit, oui, j'apprends beaucoup de lui. Il faut continuer. Parce qu'au final, c'est ce qui est attendu de tout manager en entreprise. C'est de donner l'exemple. Moi, je suis très content de savoir aujourd'hui les personnes avec qui j'ai travaillé, qui étaient sous ma coupe, que j'ai accompagné, aujourd'hui se retrouvent, que ce soit en RH dans le secteur industriel, ou là dans une multinationale, ou là dans l'industrie, dans la production et tout. Parce qu'au final, leur réussite, c'est aussi ma réussite. Est-ce que vous avez contribué? J'ai contribué modestement à toute petite échelle. C'est leur travail, c'est leurs efforts. En fait, Thomas, parfois, vous pouvez penser que vous avez contribué modestement. C'est juste être des facilitateurs. C'est faire en sorte réellement que cette personne-là, pendant le laps de temps où on va travailler ensemble, où on va collaborer ensemble, moi, je vais faire en sorte que cette personne-là, je vais la faire progresser au mieux que je peux. Je ne dis pas que je vais faire des miracles, mais au moins, je vais faire en sorte de faire avancer la personne, la faire progresser, et en même temps que la personne contribue à son niveau à la réussite de la collaboration que nous avons ensemble. Donc, finalité, c'est du win-win. Ça peut prendre quelques mois, et j'ai eu des cas de figure de collaborateurs qui sont restés quelques mois, mais c'est une très belle expérience, comme ça peut prendre quelques années, et vice-versa.
Comme des fois, on peut tomber sur des personnes où ce n'est pas la meilleure des expériences. Mais on se dit toujours que tiens, peut-être qu'un jour la personnalité va comprendre aussi ses torts et ce qu'elle aurait dû mieux faire par rapport aux situations qu'elle avait à vivre et qu'elle avait à gérer, et tout en souhaitant le meilleur pour tout le monde. Exactement. C'est que aujourd'hui on est là, demain on ne sera pas là et vice versa. Exactement, c'est ça. هيا ندورو من دوكا LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau professionnel qui m'a à la Belham. Et on peut, si on sait très bien l'utiliser, on peut trouver des opportunités. Oui, alors LinkedIn, ce qui est très intéressant, c'est que ça reste un réseau qui permet à tout profil, déjà d'avoir une certaine proximité avec le monde de l'entreprise, donc avec les collaborateurs au niveau de l'entreprise d'un côté, de tirer avantage, de comprendre un peu l'environnement professionnel, comment il évolue. Et derrière des choses, une personne peut aussi valoriser son expérience, son expertise et son profil pour être un peu plus attractif. Aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de voir, par exemple, dans le secteur de l'agroalimentaire, de voir des prévendeurs. Qui, il y a quelques années, un prévendeur, c'était une personne qui se limitait à une simple action, il est vrai, c'était la base. Mais de voir aujourd'hui des prévendeurs qui valorisent leur profil, leur travail au niveau d'un point de vente, d'une alimentation, de montrer comment il fait du merchandising. Et ça, c'est juste magnifique. Ça veut dire qu'au final, LinkedIn permet aujourd'hui de valoriser le travail qui est fait par les personnes dans leur cercle, mais aussi de faciliter aussi la détection des talents pour les RH. Les RH recrutent énormément à travers LinkedIn. Ça peut être un commentaire, ça peut être une réflexion, ça peut être un article, ça peut être une newsletter, ça peut être un simple message. J'ai eu l'occasion de décrocher de très belles opportunités à travers LinkedIn, par rapport à des marchés, par rapport à des cas de figure, les démissions, parce qu'on voit que telle personne a fait tel travail. Et donc derrière, on se dit, tiens, ça c'est intéressant pour nous, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Et ça peut donner lieu à de très beaux projets. هيا نقولوا أنا دخلنا في LinkedIn on a trouvé des contacts. Comment on peut garder les contacts sans pour autant les contacter quand on a besoin de quelque chose? C'est pas une question comment garder le contact, mais comment faire en sorte que la personne se rappelle de nous. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, une fois de rencontrer une personne qui est un très haut cadre dans un organisme, et de le rencontrer dans un contexte où on avait à travailler ensemble. Enfin, je travaille avec des équipes de cet organisme-là. Mais par la suite, on a échangé. On a gardé de très bonnes relations quand on se voit et tout. Je sais que ça va, les occasions et tout. Ça donne une très belle... qui me dit un très bon relationnel et un relationnel sain. Et ça, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, le relationnel ne doit pas être dicté par des intérêts, mais il doit être dicté aussi par une véritable vision de professionnel, d'acteur. Vous pouvez connaître quelqu'un des années, ne jamais collaborer avec lui, puis un jour, c'est une personne qui va vous recommander. C'est une personne qui va dire, ah tiens, ça c'est un bon profil. C'est une personne qui va vous appeler par rapport à un besoin. Donc l'idée aujourd'hui, vraiment, cette notion de relationnel, ou de réseau professionnel, doit reposer sur des aspects vraiment très clairs et très clairvoyants. Maintenant, comment faire en sorte de marquer les esprits? Là, je pense que c'est à travers ce on est amené à alimenter comme contenu, ou là, comme réflexion. D'accord? L'idée, c'est pas d'utiliser LinkedIn comme étant une vitrine, mais l'idée, c'est d'utiliser LinkedIn aussi comme étant un canal de transmission et de partage. Moi, des fois, Gololé, oui, mais les vidéos, oui, ça, c'est bien. Mais les vidéos, ce n'est qu'une forme. Mais le plus important, c'est le canal, c'est le contenu. C'est le fond. Et c'est ce qui permet de marquer. Ah oui, je te grave une vidéo où tu as parlé de tel sujet. C'est bien. Objectif. Je fais écouter ton Nobel. Je fais écouter ton Nobel dès les lunettes soleil. D'accord. Et même ça reste juste une forme. Et aujourd'hui, LinkedIn aide sur ce volet-là. Tu es dans une entreprise, on connaît personne, mais des gens vont vous reconnaître parce qu'ils ont apprécié une intervention, parce qu'ils ont apprécié un commentaire, parce qu'ils ont apprécié un like, parce qu'ils ont apprécié un je vous souhaite toute la réussite, et ça crée des dynamiques. Mais c'est que quand on travaille sur le relationnel de façon globale, le relationnel doit reposer sur des bases saines. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'intérêt, mais c'est une question beaucoup plus de
Des fois, on a du mal à trouver le mot, mais dans la finesse. Voilà. Être réellement dans la finesse. Mais pas être challengé par un intérêt à l'instant T et à l'instant Y. Toute relation professionnelle qui repose sur l'intérêt à l'instant T est une relation qui est amenée à disparaître au bout d'un certain temps. Toute relation professionnelle qui est construite sur la base d'un respect mutuel, d'une compréhension, d'une appréciation de l'autre, elle peut durer des années et très longtemps. Mais quand on est étudiant, c'est un peu compliqué. Pas spécialement. On n'a pas autant d'expérience à apporter aux personnes. Pas spécialement. Aujourd'hui, on a un petit exemple. Un directeur ou un RH qui partage une réflexion sur LinkedIn, pourquoi ne pas lui demander d'approfondir ou là, de lui poser des questions? C'est une très belle occasion de se démarquer, d'essayer de comprendre. Peut-être qu'il va partager une réflexion. Les Audouin Taïa, tu y as pensé, mais tu ne sais pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'es pas initié. Et tu as l'occasion de manifester la chose. Après, une simple question peut donner lieu demain à une rencontre, à un entretien, à un stage. D'accord? Mais c'était juste d'avoir le bon réflexe au bon moment. Très bien. Donc, pour terminer, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes? Il faut apprendre à progresser, apprendre à être dans la continuité des choses, ne pas agir de façon et tout, mais il faut accepter aussi que certains beaux projets prennent du temps. Et c'est à chacun de nous, à travers sa persévérance, à travers sa façon d'être, de continuer et de travailler et d'œuvrer pour faire réussir les choses. D'accord. Et tout est dans la continuité. Un athlète de fond, ou de semi-fond, ou un nageur, ou un décathlonien, ou un footballeur, ou un basketteur, ou un handballeur, واحد ما يقدر يلحق يربح une coupe du monde si derrière il n'aura pas enchaîné suffisamment de matchs et suffisamment de compétitions. Exactement. D'accord. Donc, finalité des choses, c'est une question de continuité. Après, on ne peut pas garantir qu'un projet réussisse oui ou non, mais on peut se dire que si je fais les choses correctement, j'ai fait les choses correctement, je suis très content du travail que j'ai fait. Et ça, c'est la plus belle façon d'évoluer au quotidien. Très bien. Très bien. Alors, merci, monsieur Nasser Idriss Belkebir. C'était vraiment un épisode très riche. On a découvert plusieurs casquettes de votre personnalité. Et puis, merci beaucoup. Et à Texaha. Marhaba avec grand plaisir et toute la réussite dans ce beau podcast. Et pour vous aussi en termes de carrière et de progression et d'apport. Exactement. Notre objectif, c'est d'aider les jeunes à savoir ce qu'ils veulent et à découvrir des parcours et écrire leur histoire. Magnifique. Baraka. Donc, on va l'épisode prochain avec un nouvel invité et un nouveau parcours. Merci.